Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise comme chaque jour. Et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien les gentils. Oui, les gentils ont toute leur place dans l'entreprise. Ils ont un rôle à jouer. Il n'y a pas que les méchants qui réussissent. On en parlera dans quelques instants avec un coach, auteur d'un livre justement consacré à ce trait de caractère. Smart et réglo et la vaccination en entreprise. Où en sommes-nous exactement? Elle a débuté très lentement. On fera le point avec un avocat à travers la loi et les ordonnances qui ont été signées. La pause café avec Fanny Griesmer. Zen aujourd'hui. Silence, on travaille. On parlera, vous l'aurez compris, des nuisances sonores et des bruits au travail, et pas uniquement en usine mais aussi dans les bureaux. On en parle avec Fanny dans la pause café. Puis le cercle RH, notre débat, la digitalisation. Alors on en parle depuis plusieurs mois maintenant. On recrute beaucoup grâce à cette digitalisation. On en parlera à travers une entreprise, Franprix, la grande distribution. Vous le savez, elle était en première ligne lors de ce confinement. Elle a dû utiliser ses outils numériques pour recruter et recruter rapidement. On fera le point avec nos invités. Puis fenêtre sur l'emploi, le e-learning, la formation digitale, on en parle aussi beaucoup. On en parlera aujourd'hui avec le groupe Business et sa nouvelle solution Stories, le Photoshop de la formation. Voilà pour le programme tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui, vous l'aurez compris, des gentils, ceux qui sont gentils tout simplement et ils méritent de réussir. On en parle avec un coach, Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Comment allez-vous ? Eh bien super bien, merci, j'espère que vous aussi, voilà. Qu'il fait beau chez vous. Voilà, vous avez vu, ça démarre très gentiment cette interview, on est gentil, on se parle bien. Vous êtes coach certifié, consultant en leadership et efficacité professionnelle, et je voudrais quand même le préciser parce que c'est rare que j'interviewe un champion du monde, mais vous êtes champion du monde de mind mapping. Qu'est-ce que c'est le mind mapping avant de parler de votre livre ? Alors, le mind mapping est un outil de pensée visuelle qui permet de mieux utiliser son cerveau et qui ressemble à ça. Vous savez que je n'ai pas prévu de le montrer, mais j'ai peut-être un exemple de mind map parce que c'est plus parlant. Je ne sais pas si on me voit, parce que je ne me vois pas. Voilà, ça ressemble un peu à ça, où on part du centre de la carte et on dessine des branches en arborescence pour faciliter le travail du cerveau. Et c'est super pratique pour synthétiser une conférence, synthétiser un livre et pour apprendre plus efficacement. Et en effet, ça fait partie des disciplines des sports du cerveau et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir pu remporter un titre en 2018. Donc je vous félicite, c'est important de savoir exactement ce qu'était ce mind mapping. Et puis tournons-nous vers, je dirais, votre activité de coach et ce livre que vous avez coécrit avec Yannick Alain, les gentils aussi méritent de réussir. C'est intéressant parce que, pour le dire un petit peu humoristiquement, le mot gentil dans le vocabulaire français n'est pas forcément mis en valeur. Quand on décrit quelqu'un comme gentil, c'est pas forcément toujours traité comme une qualité. Et vous dites c'est une qualité. Exactement. C'est vrai que pendant longtemps, malheureusement, être gentil était vu plutôt comme une faiblesse. Et que finalement, on pouvait profiter des gentils parce qu'ils étaient plus faibles que les méchants. Or, il s'avère que la gentillesse, en fait, n'est pas le problème dans ces situations. Ça va être plutôt un manque d'outils, un manque de limites, un manque peut-être de préparation. Mais la gentillesse, en fait, n'est pas le problème. La gentillesse est vecteur de relations, d'opportunités. Parce que quand on est gentil, eh bien, les relations sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Et dans le monde de l'entreprise, en fait, les entreprises sont composées d'humains. Et si la gentillesse crée du lien entre les humains, alors tout se passe mieux dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment notre croyance à travers cet ouvrage. Jérôme, ça s'apprend la gentillesse, pour le dire un peu naïvement, ou est-ce qu'on est naturellement gentil et finalement on ne sort pas de ce schéma, ou est-ce que des gens qui pouvaient être désagréables peuvent apprendre à devenir gentils? Ça, c'est une question importante. Par rapport à justement mon ami Yannick Alain, il dit que en fait, il n'y a pas de méchants en fait. Il y a des gentils et des gentils résignés.
C'est-à-dire des personnes qui ont mis de côté la gentillesse par rapport à une histoire, par rapport peut-être à une culture, à une éducation, et que finalement, dans l'absolu, et d'ailleurs il y a des études scientifiques qui l'ont montré, hein, que par défaut, en fait, on est câblé pour être gentil. Mais la société ou les événements de la vie font qu'on va créer des mécanismes de protection qui vont bloquer cette gentillesse, en fait, pour nous protéger, justement. Et en fait, ça demande du courage d'être gentil, parce que être gentil, eh bien, ça demande d'être plus authentique, d'être plus vulnérable également. Justement, l'idée, c'est pas forcément de travailler la gentillesse, mais plus d'oser et d'avoir le courage d'être gentil, d'être aussi vulnérable quelque part, parce que en effet, peut-être que oui, cela va peut-être générer des risques, hein, des risques de manipulation, des risques de déception, mais cela va tellement ouvrir d'opportunités également, de moments mémorables avec d'autres personnes. Donc pour nous, vraiment, dans notre philosophie, la gentillesse, tout le monde est câblé pour ça. Après, c'est vrai que sur ce quoi on peut travailler, c'est peut-être cette notion de courage, d'audace et de vraiment oser de nouveau la gentillesse. Jérôme, je précise que vous travaillez beaucoup sur ces sujets parce que vous avez créé lesintelligences.com, passiondapprendre.com, et puis vous avez publié chez Duno les soft skills dont on parle beaucoup sur ce plateau, qui ne sont pas les critères durs de compétences, mais ce qui finalement nous entoure, qui sont des qualités qui ne sont pas forcément rattachées à un diplôme. Vous avez des clients, vous avez des entreprises qui vous envoient quelqu'un pour vous dire « j'aimerais que vous l'ameniez à oser un peu plus, en un mot, à être un peu plus gentil ». Ça se dit comme ça ? Alors pas comme ça, parce que c'est vrai que on va dire qu'on est un peu précurseur sur ce discours-là, on va dire, même si ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, mais on va plus travailler sur justement l'outillage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont gentilles, mais qui vont peut-être se sentir un peu démunies face à des comportements peut-être plus dominants, des comportements peut-être plus, parfois même toxiques, en fait. Et là, en fait, le problème n'est pas la gentillesse, ça va être de savoir peut-être, justement, vous parliez de soft skills, d'utiliser des soft skills qui vont nous aider dans ces situations, comme l'assertivité, comme la communication, comme la prise de décision, c'est-à-dire savoir dire non parfois quand on ne peut pas, si quelqu'un nous demande de l'aide, pour pouvoir se dire oui à soi. Donc en fait, dans ces cas-là, oui, ce serait de s'outiller et de développer les soft skills qui nous aident à assumer cette gentillesse tout en se préservant soi. Jérôme, avant de nous quitter, il y a ceux qui sont dans l'entreprise et qui vont oser être gentils, qui vont essayer de briser finalement cette espèce d'armure, cette carapace. Puis il y a ceux qui vont en recrutement. Ça, j'imagine aussi que c'est un sujet de réflexion que vous menez, puisque vous ouvrez une réflexion sur cette gentillesse. C'est pas toujours facile. Parfois, le recruteur attend aussi comme ça du mordant, une forme d'un petit peu d'agressivité positive. C'est un peu contradictoire avec l'idée de dire à un recruteur, vous savez, je suis quelqu'un de gentil. On ne peut pas le dire comme ça aujourd'hui. C'est une bonne question. Moi, je pense que la gentillesse n'empêche pas le dynamisme. La gentillesse n'empêche pas la persévérance. La gentillesse n'empêche pas une certaine combativité. Par exemple, j'ose de plus en plus la gentillesse et ça ne m'empêche pas également d'avoir des titres et de faire de la compétition. Et donc, moi, je dirais c'est peut-être de retourner la question, en fait. De dire que oui, je suis gentil parce que cela me permet de développer des compétences de leadership, d'aider les autres personnes autour de moi à grandir, à prendre leur place, et que c'est vecteur quelque part d'efficacité professionnelle collective. Et ça ne m'empêche pas aussi de faire preuve d'assertivité, d'avoir des objectifs, d'avoir une notion de performance et d'excellence. Et je pense que si on arrive à retourner ça comme ça se passe très bien. C'est assez passionnant ce challenge parce que finalement c'est un espace un peu nouveau que vous ouvrez à travers cette réflexion. Je précise, je ne l'ai pas dit au début de l'entretien, mais je suis intimement convaincu que ça a du sens dans votre démarche professionnelle. Vous êtes aussi un champion, en tout cas quelqu'un qui pratiquait depuis longtemps les arts martiaux. Est-ce qu'il y a comme ça un rapport un petit peu comme dans les arts martiaux? On respecte son adversaire, on a une forme de respect et de gentillesse et en même temps on combat. Est-ce que ça joue un rôle dans votre réflexion? Tout à fait. Merci pour cette question, parce que les arts martiaux, c'est une vraie passion. Et en fait, quand on pratique les arts martiaux, contrairement aux sports de combat, où en fait, les sports de combat, on est là pour gagner au détriment de l'autre, dans les arts martiaux, on est partenaire, en fait. Et on utilise la compétition comme référentiel pour progresser. C'est-à-dire que cette personne-là et ce niveau-là, ça m'invite à progresser et à donner le meilleur de moi-même. Et je pense que dans la gentillesse, on peut être comme ça. Par exemple, plutôt que de se comparer aux autres, on
peut s'inspirer. Et je pense que c'est ce que m'inspire quelque part les arts martiaux. Je vais éviter de me comparer aux autres, je vais plutôt m'inspirer pour rester dans une dynamique positive et pas parfois toxique en fait. Donc oui, clairement, les arts martiaux m'inspirent beaucoup dans cette démarche. C'était un plaisir d'être avec vous, Jérôme. C'est communicatif, cette gentillesse, mais c'est pas non plus de la naïveté et de la bêtise, qu'on comprenne bien ce que vous avez voulu nous dire. Et on vient de l'entendre aussi à travers cette philosophie des arts martiaux. Jérôme O'Haraud, j'indique ce livre, Les Gentils méritent de réussir. Ça, c'est édition Alizio. Et puis allez sur les sites lesintelligences.com et passiondapprendre.com. Voilà, vous en saurez plus. Vous pourrez cheminer aussi sur la route de la gentillesse. Merci, Jérôme. Smart et Réglo, retour à l'entreprise. Retour au Covid, on parle de la vaccination en entreprise. Smart et Réglo, focus juridique. Alors là, ce ne sont pas des choses qui sont liées à la gentillesse, mais au droit, puisqu'on vient d'entendre un coach qui nous parlait de cette gentillesse. Guillaume de Saint-Cernin, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous voir, de vous revoir. Vous êtes venu plusieurs fois dans notre rubrique, avocat associé en droit social au cabinet BG2V. Bonjour. On a beaucoup parlé de cette vaccination dès le début, d'ailleurs, avant même qu'elle ait été mise en place. On a organisé des débats dans Smart Job. Elle est mise en place. Donnez-nous un petit peu les cadres. On avait une avocate qui nous parlait des ordonnances. Ça démarre par une ordonnance de décembre. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question n'est pas totalement nouvelle malgré tout, puisqu'on a déjà des questions de vaccination d'entreprise, soit recommandées ou pour la grippe, soit obligatoires dans certaines circonstances particulières ou des métiers particuliers. Mais là, on parle vraiment de la vaccination contre la Covid-19, et donc tout commence par l'ordonnance du 2 décembre 2020. Dans cette ordonnance, il est prévu que les médecins du travail participent dorénavant à la stratégie vaccinale mise en œuvre par le gouvernement. Ils peuvent participer à cette stratégie vaccinale. Ce qui est important, c'est qu'il est prolongé par un protocole du ministère du Travail de février 2021, parce qu'il va donner les cadres. Absolument. Donc il y a ce protocole du 16 février 2021 qui reprend d'ailleurs la position qui avait été développée par la Haute Autorité de Santé et qui prévoit donc effectivement la vaccination possible mais non obligatoire des salariés âgés entre 50 et 64 ans et qui présentent des comorbidités. Alors, il y a un vrai débat qui a été posé. Le premier, ça échappe, j'allais dire, aux avocats, mais on n'a pas de vaccin. Les entreprises ont commencé à expliquer qu'ils n'avaient que 10 doses. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a un autre débat qui est organisationnel. Certaines entreprises n'ont pas d'espace dédié pour à la fois vacciner, puis vous allez y revenir, pour traiter aussi les déchets de ces vaccins. C'est-à-dire que dans ce protocole du 16 février, il est quand même recommandé pour des questions de confidentialité notamment et de secret médical qui sont des principes fondamentaux, que les vaccinations interviennent en dehors des locaux de l'entreprise. Mais néanmoins, on voit qu'il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent aux entreprises dans le cadre de cette vaccination, notamment le respect des principes que j'ai rappelés. Et on constate donc que finalement, ça démarre très doucement. Il y a quelques grands groupes qui s'y sont mis, mais ça démarre très doucement pour ces problèmes-là, et puis aussi pour un problème plus global, qui est un problème d'approvisionnement, mais qui n'est pas spécifique à la vaccination en entreprise. Pour tout le monde. Plutôt global, Alors précisons quand même que depuis le week-end dernier, il y a eu un arrivage de vaccins sur les trois, le Moderna, l'AstraZeneca et le Pfizer. Ça veut dire qu'on a aussi des vaccins en entreprise. Il y a des réticences, selon vous, des entreprises qui se disent, après tout, la puissance publique prend en charge ce type d'initiative. Pour nous, c'est lourd à monter, c'est lourd à gérer, on ne fait pas. Elles ont le droit de ne pas faire. Bien sûr. D'abord, Arnaud, je précise que dans la vaccination d'entreprise, il y a simplement le vaccin AstraZeneca qui est injecté. Et donc, ça pose aussi le problème de l'approvisionnement. Mais oui, les entreprises sont incitées à le faire, mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Un mot juridique, parce que ça c'est un point de droit et de contentieux. Il va être difficile parce qu'un jour nous sortirons de cette crise Covid. Certains ont déjà déposé des plaintes collectives contre des institutions, contre l'État, contre le ministre, contre le Premier ministre. Il est difficile de savoir si c'est mon entreprise qui m'a contaminé. J'ai eu le Covid, j'attaque mon entreprise parce que... Juridiquement, c'est indéfendable. C'est très compliqué et c'est probablement l'une des lacunes de ce protocole qui ne prévoit pas quelles sont les conséquences pour l'employeur. On sait que, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, il y a un rapport de l'Institut Pasteur qui a été rendu, qui dit qu'un cas sur deux de la contamination à la Covid se révèle en entreprise. Donc il y a un cas sur deux des contaminés qui sont contaminés en entreprise. Donc ça pose la question de quelles sont les conséquences d'une contamination d'entreprise.
et on met ça en perspective avec la vaccination. Est-ce que l'employeur a intérêt à faire vacciner ses salariés dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultats qui s'impose à lui, mais on met ça en parallèle des conséquences. Si jamais un salarié qui se fait vacciner développe une complication, est-ce qu'il peut faire reconnaître un accident du travail au titre de cette vaccination? On a des exemples de jurisprudence antérieure pour d'autres vaccinations plutôt obligatoires, celles-ci, qui ont entraîné des complications et pour lesquelles les juges ont reconnu la nature d'accident du travail. Donc là, il y a un vrai enjeu, les conséquences pour l'employeur en cas d'accident. Oui, il y a deux sujets. Il y a le salarié qui se retournerait contre l'employeur et réclamerait un accident du travail. Ouais. Et puis il y a aussi l'employeur qui se protège, parce qu'il y a aussi la volonté de ne pas un jour être accusé de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour la santé du salarié. C'est très complexe. Hein. On est vraiment pris entre ces deux notions de tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des salariés et quelles sont les conséquences des actions que je peux mettre en œuvre. Précisons quand même, on le redit, c'est les 50-64 ans atteints de comorbidité. La prochaine étape, les avocats surveillent de près cette question. À quel moment les salariés, tous les salariés, auront le droit au vaccin dans l'entreprise? Bien sûr. Ouais. Alors on n'en parle pas de ça. Hein. Non, on n'en parle pas pour l'instant, mais c'est d'ailleurs ce que dit le protocole sanitaire du 16 février 2021. Tout ça va évoluer. Ça va évoluer en même temps que la stratégie vaccinale du gouvernement va évoluer. C'est en même temps qu'on atteindra d'autres tranches d'âge. Exactement. Jusqu'à aller aux jeunes, parce qu'il y a un vrai débat sur les jeunes. Ceux qui sont en alternance, il y en a 500 000 consignés. Il va falloir un jour ou l'autre les vacciner. J'ai le sentiment que ça va encore prendre un petit peu de temps, tout ça. Voilà, ça c'est les grands groupes. Les PME aujourd'hui ne se sentent pas concernées. En tout cas, elles le font pas parce que c'est quand même une contrainte organisationnelle vraiment importante et donc oui, c'est plutôt les grands groupes qui s'y mettent. Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, c'est une question de droit aussi, c'est intéressant. Je suis persuadé que c'est un débat de contentieux. Un salarié ne veut pas revenir. Il est en télétravail, il ne veut pas revenir parce que l'employeur ne fournit pas, notamment, des possibilités de vaccination. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Alors non, il n'a pas le droit parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Donc il doit revenir au travail. Il doit revenir au travail. Alors après, pour l'instant, Arnaud, on est toujours dans la recommandation du télétravail. Rester en télétravail. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est quand même dans un droit très mouvant. Oui. Et assez flou pour vous, avocat. C'est ce qu'on vit depuis 12 mois. C'est ça. Donc on va empiler de la jurisprudence. Oui. C'est ça. Et des textes de nature diverse. Sans compter des ordonnances qui transforment les règles de droit traditionnelles. Vous avez donc du travail. Guillaume de Saint-Cernin, merci, avocat spécialisé en droit social. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous le souhaitez, peut-être tous les mois pour voir où on en est, peut-être de ce vaccin en entreprise. Merci. Tout de suite, c'est la pause café. Ça concerne les avocats, j'en suis sûr, ça concerne les journalistes, ça concerne tous ceux qui travaillent dans le tertiaire, pas uniquement dans des usines bruyantes. Le bruit au travail, c'est épuisant. Les salariés réclament un peu plus de zen. Parfois, certains mettent des casques. On en parle tout de suite. C'est la pause café et c'est avec Fanny Griesmer. Les bruits au bureau. Alors, qui n'a pas été gêné par des nuisances? Il est en train de se concentrer, d'essayer de trouver une idée, de créer, de rentrer dans le tableau Excel. Et tout le monde parle, ça discute, ça papote, tout le monde se fout de l'autre finalement. C'est ça le bruit au travail. C'est ça, oui. C'est pas que le marteau-piqueur. Effectivement. Non, on pourrait penser, mais non. Bah oui. En plus, pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui? C'est la journée nationale de l'audition. Oui. Et le bureau est bien entendu un endroit qui n'échappe pas au bruit, des bruits intempestifs, réguliers, qui s'accumulent et créent un brouhaha ambiant qui peut être parfois pénible. D'après une étude de l'IFOP menée en 2019, 6 salariés sur 10 déclarent être gênés par le bruit au travail. Alors, d'où viennent ces bruits? Parce que moi, j'évoquais quand même ces espèces de bruits de fond. C'est parce qu'on a fait tomber les cloisons. Oui, alors c'est vrai que ces désagréments auditifs étaient plutôt associés à certains secteurs bien particuliers, l'industrie, la mécanique, le BTP. Et c'est vrai que le décloisonnement des bureaux, comme vous le dites, et plus généralement l'avènement de l'open space, les ont généralisés au secteur tertiaire. Dans l'open space, les sources de bruit sont nombreuses, variées, et les occasions d'en faire ne manquent pas non plus. Pensons à la photocopieuse, par exemple, ou cette imprimante qui est installée à seulement quelques mètres de vous quand ce n'est pas la machine à café. Il y a aussi les sonneries, les notifications sur le téléphone qui font vibrer, hurler les téléphones posés sur les bureaux. On a aussi les réunions improvisées, parfois animées. Et puis, c'est ce collègue qui dévore un paquet de chips tous les midis, un peu trop bruyamment. Celui qui vapote.
celui qui se mouche, celui qui tousse, celui qui téléphone, celui qui discute avec un autre collègue. La vapote vous gêne, enfin vous gênerez vous. Ça fait du bruit, oui. Ça fait du bruit la vapote. Bien sûr. C'est le petit. C'est l'aspiration. Non, c'est l'aspiration. L'aspiration. Oui. Ouais, c'est une information. Le petit nuage de fumée et l'odeur caramel, chocolat, on ne sait pas trop. D'accord, c'est une information importante. Bon bref, dans l'open space, c'est bien connu, l'enfer c'est les autres, mais c'est aussi le bruit qu'ils font. Le télétravail, parce que là, pour le coup, on peut pas, mais on peut être gêné par les travaux, on peut être gêné par le voisin du dessous, du dessus. C'est un peu pareil finalement. Bien sûr, on aurait pu penser que le télétravail c'était une bouffée d'oxygène, une oasis de calme, loin des transports, des collègues. Pas toujours. Une enquête de l'IFOP pour l'association Journée nationale de l'audition, publiée mardi, a dévoilé que plus d'un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l'usage d'un casque ou d'écouteurs. Pas forcément toujours de très bonne qualité. C'est soit presque le triple de la moyenne nationale. Alors c'est vrai que évidemment les conditions de travail diffèrent énormément selon chacun. Certains ont des sessions de travail au calme, bien tranquillement chez eux, dans un bureau parfois, sans bruit, loin du tumulte de l'open space. Quand d'autres portent le casque en quasi permanence sur les oreilles, enchaînent des réunions sur Zoom. On parlait de la Zoom fatigue, il y a aussi cette fatigue auditive associée à celle visuelle, qui sont dans leur salon avec leur compagnon qui est au téléphone, voire des enfants en bas âge. La perceuse du voisin, effectivement, finalement, le combo fatigue non seulement les oreilles, mais également le cerveau. Le bruit, ça nuit quand même, il faut le dire, à la qualité du travail. Qualité du travail et santé. C'est vrai qu'on pense déjà à la santé. Des bruits plutôt classiques, quand on n'est pas forcément à côté d'une perceuse ou qu'on travaille dans le BTP. Mais c'est vrai que lorsqu'ils s'accumulent, durent trop longtemps et sont quotidiens, deviennent difficilement supportables pour certains salariés. Le bruit est partout, et même dans le casque que l'on porte sur les oreilles pour s'isoler du bruit et finalement cacher du bruit par un autre bruit. Alors effectivement, dans un environnement bruyant, c'est pas toujours évident de se concentrer. Plusieurs études révèlent par ailleurs que les bruits de bureau sont perçus comme des interruptions dès lors qu'on est dans un environnement familier, que si on travaille dans un café, quand ils sont ouverts bien sûr, finalement on accepte beaucoup mieux le bruit et on peut travailler beaucoup plus efficacement. On parlait de la santé, effectivement ça a un impact très néfaste sur notre sommeil, notre rythme cardiaque, notre humeur, notre irritabilité et puis la compréhension aussi dans nos échanges avec les autres. Résultat, les entreprises en font les frais également. Selon une étude du Conseil national du bruit, publiée en 2016, 6 millions de Français perdraient plus de 30 minutes de travail par jour. C'est énorme à cause des nuisances sonores. Un manque à gagner également pour les entreprises, estimé à 18 milliards d'euros. Elles ont donc tout intérêt, vous l'aurez bien compris, à se saisir de cette question qui relève bien sûr de la qualité de vie au travail. Le Code du travail impose à l'employeur des obligations en termes de bruit au travail. Il doit notamment évaluer les risques que les salariés encourent, mesurer les niveaux de bruit, mettre en œuvre des actions de prévention adaptées. Alors en télétravail, c'est vrai que votre employeur a les mêmes obligations si vous êtes en télétravail que si vous étiez en présentiel. Après, on imagine difficilement votre employeur venir mesurer les niveaux de bruit chez vous. Ceci dit, il reste l'équipement et la prévention. Des solutions, toujours, si trop de bruit pour travailler. On met quoi, les boules caisses? On commence par le boule caisse, le classique. Les boules anti-bruit qui réduisent quand même considérablement le niveau. Je crois qu'on perd, on gagne 30 décibels, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on peut fermer les yeux mais pas les oreilles, donc les boules c'est plutôt quand même. On les met dans les oreilles les boules. Effectivement, vous avez les casques anti-bruit également. Évitez ça, vraiment je tiens à le dire, les casques et les écouteurs avec de la musique, parce que l'écoute intensive et prolongée de musique peut à terme endommager votre audition. L'OMS alerte d'ailleurs à ce sujet dans son dernier rapport. Les problèmes d'audition ont explosé ces dernières années, dû notamment au volume poussé à l'extrême dans les casques. C'est un vieux sujet. Plus 73% de problèmes d'audition en 30 ans. C'est énorme. Depuis l'avènement des Walkman. Et vous avez c'est l'avènement des Walkman. Et en plus, d'ici à 2050, une personne sur 4 devrait avoir des problèmes d'audition. On abordera aussi, pour finir, le dernier point, le retour au travail. Il aura bien lieu un jour. On l'espère. Là, il appartient à chacun de faire preuve d'un peu de civilité, de discrétion également. Une discrétion pour étouffer les bruits,
pour étouffer un peu aussi les fameux bruits de couloir. Les crunch. C'est ça. Et le bruit de la vapote dont on a bien compris que Fanny Griesmer n'aimait pas. Se rapprocher tout en gardant. Baisser l'intensité de votre vapote au risque d'énerver votre collègue Fanny Griesmer. Et Fanny Griesmer si vous la croisez. Merci Fanny. Le bruit c'est un vrai sujet parce qu'évidemment c'est invisible. On ne le sent pas, on ne le tient pas. Mais il a eu vraiment une incidence terrible. Faites gaffe à vos oreilles aussi. Je parle aux jeunes qui mettent leur casque et leur musique toute la journée. Les adolescents, les jeunes adultes en première ligne. Merci Fanny. On se retrouve demain. Avec plaisir. Pour une nouvelle pause café. Nous, on fait une petite pause et on va s'intéresser à la digitalisation. Alors vous allez me dire, c'est un sujet classique en matière de recrutement, sauf que on va s'y intéresser à l'aune d'une entreprise que vous connaissez bien, qui est Franprix, la grande distribution, qui sont ces petites supérettes de quartier de petite taille. Et ils ont été en première ligne. Ils ont dû utiliser les outils de digitalisation pour recruter rapidement. On fait le point avec nos invités et avec un représentant de Franprix. C'est dans quelques instants. Le Cercle RH, notre débat quotidien, très heureux d'être avec vous. Merci de nous regarder. On parle aujourd'hui de la digitalisation. Alors vous allez me dire, la digitalisation, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle. Oui, sauf qu'on va en parler là, évidemment, à l'aune de ce qui s'est passé il y a presque un an maintenant, le 16 mars dernier, dans des secteurs d'activité, notamment la grande distribution, qui se sont retrouvés en première ligne et qui ont dû évidemment accélérer. Ils avaient déjà digitalisé, ils recrutaient évidemment grâce à Internet, mais il a fallu accélérer le rythme et on va en parler avec l'un de ses représentants, Jonathan Goldfarb. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du recrutement et de la formation, c'est important de le préciser, chez Franprix. Franprix, c'est le groupe Casino. C'est combien de collaborateurs au total, Franprix? Parce que ce sont les petites surfaces qui sont dans les villes. Tout à fait, c'est 3250 collaborateurs sous enseigne. Sous enseigne. Tout à fait. Il y a de la franchise aussi, peut-être? Il y a de la franchise, tout à fait. Il y a de la franchise. Précisons, et on va rentrer dans le vif du sujet, une fois que je vous aurai présenté Mathieu Penet, mais vous vous êtes retrouvé, vous, en première ligne, avec 2500 salariés qui vous ont dit, moi, j'adore ma boîte, mais il faut que je garde mes enfants. Et ça, c'est un sujet qui vous est arrivé rapidement sur la tête. C'était le 16 mars dernier, peut-être même le 14. Mathieu Penet, merci d'être avec nous. Vous êtes souvent venu sur notre plateau, fondateur de Yago. Yago, en un mot, on en avait beaucoup parlé, c'est le onboarding, et puis c'est le fait que vous preniez tous ces CV, c'est l'expérience du candidat qui souvent n'a pas de retour, personne ne le rappelle, il se sent un petit peu orphelin, il avait très envie, mais il n'a pas de réponse. Et vous retravaillez évidemment toutes ces candidatures et puis vous les faites revivre, vous les remettez dans le circuit. Exactement. C'est ça, j'ai bien résumé? Répondons à tous les candidats correctement et de manière personnalisée sur des très gros enjeux de volume. Parfois, les entreprises reçoivent 50 000 candidatures en une année. Donc c'est quand même beaucoup en termes de flux et c'est difficile à gérer pour les recruteurs. Donc on greffe Yago derrière le processus pour répondre correctement aux candidats et après les fidéliser et les remettre en début de process quand il y a des nouvelles offres d'emploi qui correspondent à leur... Dans la même structure pour laquelle ils avaient candidaté, ou parfois même, vous pouvez reventiler. Alors, ça, c'est plus sensible. C'est plus sensible, notamment pour des questions RGPD. C'est ce que j'allais vous dire. On va y revenir parce que vous êtes évidemment ausculté par la CNIL qui vous dit attention, données personnelles. D'abord, un petit retour quand même, Jonathan Goldfarb, sans faire de l'histoire, mais c'est de l'histoire très récente. On est presque à fêter nos 1 an avec la bougie. Rappelez-vous, c'était il y a 1 an. On fermait tout, on tirait le rideau. Sauf que votre entreprise, Franprix, n'a pas tiré le rideau. Elle s'est retrouvée en première ligne. Comment un directeur du recrutement qui perd 2500 personnes à peu près en 10 jours, parce que ça se passe par SMS, par mail, on vous dit bilan, il y a 2500 personnes, comment on fait à ce moment-là pour pourvoir les postes, pour mettre du charbon dans la machine? Alors d'abord, en premier lieu, on panique un peu parce que quand même ça met un peu la pression. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a eu un absentéisme lié à la garde d'enfants qui était important. C'est important de préciser qu'on n'a pas eu un absentéisme fort dû au Covid. On avait très peu et du coup parce qu'on avait respecté tous les gestes barrières, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. L'engagement était bon, il faut le préciser. Oui, tout à fait. L'engagement, tous les collaborateurs souhaitaient vraiment venir travailler. Après, il y a le problème de la garde d'enfants. Et effectivement, on s'est retrouvé à devoir recruter 2500 personnes, donc c'est en équivalent ETP, ça veut dire 35 heures, des 35 heures par semaine. Ce qui est plus en nominal. Là, c'est 2500 postes C'est-à-dire, en fait, c'était 2500 personnes qui représentaient un certain nombre de TP. Voilà, de TP. Grosso modo. Comment on fait? On ouvre l'ordinateur?
Ouais, alors déjà, on appelle toute la nuit l'ensemble de nos partenaires. Donc, on a monté un dispositif mené avec à peu près 8 partenaires différents. Il y avait effectivement de la plateforme de mise à disposition de collaborateurs, des anciens CDD qu'on n'a plus rappelés, nos process de recrutement classiques via nos sites carrières. Aussi également, il ne faut pas nier des boîtes d'intérim aussi qui nous ont beaucoup aidés parce qu'il faut de la flexibilité à ce moment-là et que les gens ne veulent pas forcément de contractualisation. Également des partenaires du groupe Casino aussi, ensemble au niveau de la mobilité interne, on a réussi à faire des choses. Et voilà, pour remplir les trous, pour que les gens soient là, que les magasins ouvrent et qu'on puisse servir, qu'on puisse approvisionner les clients. Vous avez tenu le défi ? Ouais, on a réussi à tenir le défi puisque quasiment aucun magasin n'est fermé. Ça a été un vrai travail de concert au niveau de l'ensemble de l'entreprise parce que on a l'ensemble des collaborateurs qui se sont beaucoup mobilisés tant en magasin pour aller aider quand il manquait des gens, mais alors également aussi au niveau du recrutement. On avait des personnes qui n'étaient pas habituées à faire du recrutement, qui venaient nous aider et prêter main force pour placer les personnes où est-ce qu'il le fallait. Ouais, parce que c'est concret, hein, il faut aller à tel endroit, tel magasin, c'est telle heure. C'est quand même, il faut prendre par la main la personne. Hein, il faut qu'elle soit à l'heure plutôt. Une vraie logistique, une vraie logistique humaine. Ouais. Quand vous regardez cette situation de crise, je ne vous l'avais pas posé cette question, parce qu'on va parler de la digitalisation hors temps de crise. Bien sûr. Elle est là, elle existe et elle va continuer à se développer. Vous l'avez vécu comment, vous, cette crise Covid ? Vous qui êtes, j'allais dire, en bout de chaîne, vous êtes en aval du recrutement, puisque vous récupérez ces fameux CV qui sont un peu à l'abandon. Comment vous l'avez vécu ? C'était assez particulier comme période parce que beaucoup d'entreprises, du coup, ont gelé tout ou partie de leur recrutement en cours. Et du coup, il y a eu à la fois donc un gel complet des embauches, plein de candidats qui ont été basculés en non retenus. Donc nous, premier mois de augmentation, on a fait un x5 en flux de candidatures. En volume reçu. Exactement. Et ça a été assez bizarre à gérer comme période parce que au bout d'un mois et demi, il n'y avait plus de candidatures. Il y avait moins de candidatures que chez nos clients. Oui, ça s'est tari. Il y avait plutôt des candidatures spontanées qui arrivaient parce que, mine de rien, cette crise a permis de mettre en avant certaines entreprises et du coup a généré des motivations de candidats qui se sont dit « Ok, cette boîte, elle a bien réagi par rapport à la crise, du coup j'ai envie d'aller la rejoindre ». Et du coup, il y a eu un vrai effet pendant le confinement sur les candidats sont allés vers elle. Exactement. Et on abandonne d'autres boîtes dont elles se disent « Bon, elle, c'est pas la peine, c'est quasiment fermé. » Ce qui était intéressant, c'est que du coup, cette crise a pu mettre en avant des valeurs d'entreprise qui ont été des moteurs de déclenchement de candidatures chez certains candidats. Peut-être même certains candidats n'y seraient pas allés sans cette situation d'ailleurs. Et du coup, ça, et après, deuxième mois de confinement, beaucoup moins de candidatures entrantes. Oui. Et ce qu'on a constaté surtout après, ça a été une crise économique du coup, et on a surtout constaté pendant l'été un nombre de candidatures par poste ouvert qui a explosé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise... Côté entreprise, un poste, d'accord. Il y avait environ 2 fois plus de candidatures par poste que ce qu'on pouvait voir en temps normal. On se ruait, les gens étaient à l'affût chez eux, ils avaient leur journée entière pour regarder les offres, et ils se ruaient sur les offres. Ouais. Donc il y avait quoi, un effet entonnoir ? Effet entonnoir, donc en fait il y avait... Comme il n'y a qu'un poste ouvert, il n'y a toujours qu'un élu. Il y a beaucoup plus de candidats qui sont... Et vous récupérez de nouveau... Et du coup, on a... Un flux. Ce qui était bizarre, c'est qu'on a récupéré un flux à peu près constant par rapport à ce qu'on avait avant, mais avec 2 fois moins de postes. Donc, effectivement, ça coince. Et donc là, de nouveau, il faut récupérer ce flux, les reventiler et les remettre en selle. Jonathan Goldfarb, comment ça se passe le recrutement chez Franprix ? Alors, on a vu la situation de crise qui est intéressante de l'entendre de la bouche de celui qui l'a géré. C'est de l'opérationnel, c'est de l'humain. Il y a des gens qui ne faisaient pas de recrutement, mais on relève les manches, on y va. Il faut que les magasins ouvrent. C'était ça l'objectif. Il faut que ça ouvre, il faut que ça soit approvisionné. Tout à fait. Et qu'on ait rangé les paquets de gâteaux dans les rayons, pour le dire simplement. C'est ça, les confinés. Voilà, et pour nourrir les confinés. Aujourd'hui, le recrutement chez Franprix, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Parce que vous aussi, vous avez peut-être eu un effet entonnoir. Comment ça se passe avec des candidats ? Vous ouvriez un poste et vous en aviez 50, tout d'un coup vous en aviez 500, c'est compliqué ? Alors, c'est vrai qu'au-delà des collaborateurs qui étaient très motivés et qui voulaient remplir leur devoir citoyen, parce que c'était vraiment un devoir qu'on ressentait, il y a eu énormément de candidatures qui sont effectivement arrivées à nos portes. En plus. Effectivement, de manière générale, on a quand même un volume de candidatures assez élevé et il faut savoir effectivement le traiter. Et c'est pas tous les jours facile, il faut l'avouer, en tant que recruteur, c'est pas tous les jours facile. Ça, vous le reconnaissez, vous êtes face à une montagne de CV. Bien évidemment.
Et vous dites, mais comment je vais faire ? Bien évidemment, un chargé de recrutement qui doit traiter une montagne de CV, il faut qu'il ait des outils pour l'aider. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place chez Franprix depuis un certain temps pour arriver et à améliorer l'expérience candidat, mais également l'expérience recruteur avec un ROI, des gains de temps, des gains de KPIs assez importants. Pour le dire très techniquement, c'est intéressant parce que c'est du retour d'expérience. Vous avez des outils informatiques, digitaux qui trient, qui classent, qui sélectionnent. Comment ça marche concrètement ? Alors, comment ça marche ? C'est assez simple. En fait, ce qui est très important comme valeur, c'est qu'on veut ouvrir le recrutement à tout le monde. Et donc, pour ouvrir le recrutement à tout le monde, il a fallu proposer en fait un modèle de recrutement qui soit assez simple et qui soit accessible. La grande distribution, c'est une porte d'entrée pour l'ensemble des citoyens. C'est normal. Premier job parfois. Exactement. Ouais, premier job, c'est le job étudiant, c'est le job qu'on fait quand aussi on n'atterrit pas forcément tout le temps par destination là-bas, mais en général, on s'y plaît, on y reste. Ouais, c'est vrai. Et on se dit, tiens, je vais aller bosser dans la grande distrib, ça me ferait une expérience. Exactement. C'est ce qu'on entend. Et en fait, le modèle de recrutement, il est assez simple. C'est que nous, on a décidé de faire disparaître l'ensemble des entretiens téléphoniques qui font partie habituellement du process de recrutement classique comme présélection, tout simplement parce que ça entraîne des biais psychologiques. Il suffit simplement, on décroche un téléphone alors qu'on n'est pas forcément bien réveillé, on s'est engueulé, on s'est disputé avec sa femme. Je vois très bien. On n'a pas envie de répondre, et peut-être que le recruteur au bout du fil va se dire tiens, il n'est pas motivé alors que simplement il y a un environnement. Et ensuite, on va avoir un biais qui va s'introduire. Alors le boulot de recruteur, c'est de faire attention à ça. Ça, vous l'éliminez. Tout à fait. Plus d'entretien téléphonique. On propose un jeu. Un jeu, très simplement. On gamifie, comme on dit. Exactement, c'est la gamification. Et alors, c'est quoi ce jeu ? Le jeu, c'est très simple. Imaginez qu'on voit une image de nous en train de parler. On la montre à une personne. Vous me dites quoi ? Par exemple, si on nous montre une image de nous en train de parler actuellement, vous allez dire, ça vous fait penser à quoi ? Bonheur. Voilà, bonheur. Admettons qu'on ait la valeur bonheur au sein de l'entreprise Franprix. Tout simplement, si on montre cette photo à 10 000 personnes, que 10 000 personnes disent bonheur, la photo va se charger en signification bonheur. Et si on demande au candidat ensuite d'évaluer cette photo à travers 5 étoiles, ou une, on sait que potentiellement, s'il met 5 étoiles, c'est qu'il a la valeur bonheur chevillée au corps. D'accord. Et si ces valeurs matchent, il est directement convoqué en session de recrutement. Je ne voulais pas poser, mais pour être très concret, ce candidat qui va accepter cette gamification, ce jeu, il a été sélectionné. Ou alors tout le monde passe par la moulinette de ce jeu. C'est ça qui est fort, il n'a pas été sélectionné. D'accord, non, mais c'est important de nous le dire, parce que j'avais l'impression qu'il avait déjà franchi l'étape. Tout le monde, alors, quand il envoie son CV, va avoir en retour ce jeu. Bien sûr. Alors, on peut choisir de ne pas passer. Et Mathieu ? On peut choisir de ne pas le passer, ce jeu-là, parce qu'on est libre de ne pas le faire. Faute ou pas faute, là ? Non, pas faute. C'est important. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire le jeu. L'expérience candidat, elle doit être assez large. Et on peut candidater tout à fait normalement. Mais effectivement, on a une bonne adhésion au jeu et ça plaît. Donc ce jeu qui va durer quoi ? 10 minutes, 5 minutes ? 5 minutes. 5 minutes, sous forme, vous le dites, de photos. Tout à fait. De réactivité et de réaction à la photo, c'est assez spontané. Oui, on l'a évalué avec des étoiles. Et il y a un temps donné, j'imagine ? Ouais, c'est ça. C'est obligé, parce que sinon on va chercher des infos ailleurs, il faut que ça soit fait dans la rapidité. Tout à fait. Et puis ensuite, cette information, elle vous revient comment ? Sous forme de mots, de petites synthèses ? Comment ça se passe ? C'est là où c'est assez fort, c'est que la synthèse arrive au candidat. Nous, elle ne nous arrive pas forcément. Il a ensuite un modèle pour se plugger, s'inscrire sur un calendrier directement en session de recrutement, ce qui fait qu'on n'a pas vu encore son CV et on n'a pas regardé ses compétences. C'est avant le CV, hein ? Tout à fait. Et ensuite, vous allez trier par rapport à toutes ces données qui vous sont revenues des jeux, on est bien d'accord ? On trie même pas en fait. Ils viennent en session de recrutement et c'est à ce moment-là qu'on leur propose une session de recrutement collective. Tout a été fait en amont, ça a été trié par le logiciel, enfin en tout cas par le digital, et vous arrive une forme déjà d'écrémage, si je peux me permettre. Voilà, c'est les gens qui matchent avec nos valeurs, qui sont convoqués en session de recrutement. Ceux qui ne matchent pas parce que ça peut arriver, on étudie à ce moment-là leur CV et on leur propose un entretien téléphonique complémentaire pour être sûr que ce ne soit pas décidé que par de l'intelligence artificielle. Je voulais préciser, Jonathan Goldfarb, que Mathieu Penet, qu'on soit bien clair, vous ne travaillez pas ensemble. Vous êtes pas. C'est intéressant de l'entendre. Vous vous connaissez bien, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que vous n'êtes pas. Il n'y a pas le prestataire et le client sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, Mathieu, qui avez une expertise évidemment sur le recrutement, puisque vous récupérez ces CV, peut-être certains d'ailleurs un jour de Franprix, je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion de vous mettre en relation. Peut-être. Qu'est-ce que ça vous dit, cette technique de recrutement ? Elle est moderne, elle est nouvelle ? Ce que je trouve particulièrement frappant, c'est que en fait. La grande distribution au sens large et Franprix a un rôle pour accompagner les candidats sur leur premier job. Le fait de réussir à rentrer dans le marché de l'emploi. Barrière un peu infranchissable pour beaucoup de candidats. Et du coup, avec ce genre de dispositif, Franprix a une approche pour fluidifier ce process, que la barrière soit moins haute. Bien sûr. Et c'est un rôle social en fait qu'il y a chez Franprix qui est hyper fort sur donner une chance à chacun
et de ne pas le juger sur... Sans discriminer, parce que j'ai entendu ça. Ouais. Ouais. Et ce rôle social et sociétal, en fait, qu'a un peu la grande distribution au sens large, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi, autres que la grande distribution, qui ont ce rôle. C'est grâce aux enjeux de volume, en fait, notamment, auxquels Jonathan doit faire face, mais il y a un rôle sociétal qui est très fort. Et que je trouve hyper bien. D'intégration même d'ailleurs, enfin de sociétal et d'intégration. Et ça donne, du point de vue du candidat, il y a souvent une défiance très forte sur l'entreprise, avec un E majuscule. Ça fait le très grand peur. Capital au sens large. Oui, il y a l'idéologie, puis il y a la peur aussi. Voilà. Et ce que je trouve très bien dans ce genre de dispositif, c'est que ça permet de décomplexer complètement ce truc-là, de faire un truc qui soit ça démythifie, Exactement. C'est important, ça, cette idée-là, parce que le rôle social, vous êtes une entreprise de grande distribution, enfin, l'idée, c'est aussi de dégager de la valeur, de la richesse, et c'est bien normal. Mais il y a aussi ce rôle social dans ce message. Quand vous dites pas de discrimination, ça permet à tout le monde, de gens qui viennent de quartiers parfois un peu défavorisés, qui ont des difficultés, qui n'ont pas forcément un parcours scolaire nickel, de pouvoir avoir un job. C'est quand même ça l'idée derrière. Oui, il y a vraiment un ancrage social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas se vendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour décrocher un job, il faut savoir se vendre. Et quand on ne sait pas se vendre, c'est utile d'avoir des dispositifs comme le nôtre ou d'autres, il n'y a pas que le nôtre qui existe comme ça, qui permettent de laisser cette porte ouverte. C'est comme si, en fait, on rentre en boîte de nuit qui sont fermées, il y a toujours un videur devant la porte qui nous empêche de rentrer parce qu'on n'a pas le... T'as les baskets, tu rentres pas. C'est ça. Là, vous aviez des baskets, en plus, vous ne rentriez pas. Mais sur le fond, il y a cet écrémage par rapport aux valeurs, par rapport à ce test de gaming, puis ensuite, il y a quand même un travail quand même de B2B que vos équipes mènent. Vous ne menez pas l'ensemble des entretiens. Ah non, pas du tout. Évidemment, vu le volume, comment on crée un fil rouge pour que tout le monde ait à peu près, je dirais, les mêmes codes? Parce que vous parliez tout à l'heure des biais psychologiques. Évidemment, quand on voit un candidat, on est traversé par ses propres valeurs, par sa propre subjectivité. Comment on crée quelque chose qui structure ça, justement, qui amène, qui limite les risques de subjectivité, justement? Tout à fait, c'est intéressant comme question. Enfin, pour le coup, ce qui limite, c'est la formation, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les chargés de recrutement et le recrutement qui va proposer des candidatures, mais il faut aussi former les managers à reconnaître ça, parce que souvent, c'est pas par malveillance mais c'est juste par méconnaissance, en fait. C'est une habitude et il faut les former et les aider, les accompagner. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On forme l'ensemble des directeurs de magasins, des adjoints, enfin tous ceux qui ont une vocation à recruter. On les forme à la non-discrimination, à la reconnaissance de biais. Et c'est aussi de se connaître aussi un peu soi-même pour savoir les identifier. Qu'on soit bien clair, les directeurs de magasins, ils ont leur mot à dire dans le processus de recrutement, où c'est pris en charge d'une manière très centralisée, très jacobine, puisqu'on parlait de politique tout à l'heure. Ça part du recrutement, et puis le manager, il n'a pas le choix. On lui apporte. Comment ça se passe, ça? Parce que c'est hyper important qu'ils soient impliqués dans ce processus. Alors, non seulement ils sont impliqués, mais ils participent. C'est-à-dire que nous, dans les sessions collectives, ils sont présents. Ils recrutent pour leur père ou pour eux-mêmes, mais en tout cas, nous on propose, eux ils disposent, c'est-à-dire vraiment ils sont au cœur du processus et ils valident la shortlist qu'on va leur proposer. C'est très important, ils vont travailler avec eux, c'est leur équipe, donc c'est important qu'ils les sélectionnent. 5 candidats qu'ils vont pouvoir rencontrer en entretien ouvert, comment ça se passe? Ouais, 5, alors oui, 5, 5 3, 10. Ça dépend, c'est variable sur les postes, mais on est entre 2 et 3. 2 et 3. Ouais, ça se resserre. Et là, il dit, celui-ci me semble le plus idoine. Ouais, complètement. Et il arrive, j'imagine, que vous ne soyez pas d'accord entre vous, parce que le recrutement dit non, mais c'est celui-ci. Et c'est le manager qui a le dernier mot, quand même? Parce que c'est lui qui va l'avoir tous les jours en tête à tête. C'est toujours le directeur de magasin qui a le dernier mot chez nous. C'est important, c'est lui qui travaille, c'est lui qui est au front. Voilà. Je bascule sur Mathieu. Vos CV, votre reliquat de CV, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà été éliminés par le gaming, vous les rappelez. Oui. Ça, c'est important. Donc, vous me dites insidieusement, malgré l'amitié que vous portez à Mathieu, que vous n'avez pas besoin de Yago, finalement, parce que vous le faites vous-même, ce onboarding ou cette récupération du CV. Non, franchement, en plus, Mathieu, l'outil est vraiment très bien et on bosse pas du tout ensemble. On se connaît depuis longtemps, mais l'outil est très bien. Et vous le gérez, ça? Oui, alors on le gère, mais on aurait besoin effectivement à un moment d'un outil pour le faire de manière encore plus professionnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas été la priorisation parce que on se débrouille pour le faire. Mais effectivement. On va pouvoir... Juste Franprix, on évoquait la masse parce que tout le monde connaît cette marque. On voit l'implantation de vos magasins partout en France, dans les grandes villes évidemment. Le volume de CV qui arrive, c'est quoi? On n'arrive pas à situer le flux et la pression qui arrive comme ça au bout de ce tuyau. C'est combien de CV par mois? Par mois, je l'ai plus à l'année en termes de calcul. À l'année, je suis plus autour de 130 à 150 000 candidatures. Waouh.
qui arrivent sur notre site. Après, il y a effectivement tous les magasins qui nous remontent des CV. Donc, au global, on est entre 130 et 150 000 candidatures, ce qui n'est pas non plus énorme par rapport à d'autres entreprises. Mais voilà, on ne se plaint pas. C'est quand même très, très intéressant. Oui, c'est bien, ouais. 130, 150 000 pour combien de postes combien de postes ouverts? Parce que c'est là où ça devient plus intéressant peut-être. Ça se resserre à combien ensuite? On passe à quoi? 5%, 10%? On est autour de à peu près 2000 recrutements, 2000-2500 recrutements annuels. J'étais très loin, c'est pas 10%, c'est à peine 1%. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu le piège, c'est-à-dire que quand on commence à être attractif, après, effectivement... tout à fait. C'est ce que disait tout à l'heure Mathieu sur le nombre de flux de candidats, vu qu'on est en même temps, vu que les seuls, entre guillemets, ouverts par rapport à d'autres secteurs, on augmente drastiquement le nombre de candidats. Vous nous dites sur ce plateau que les jeunes, parce que vous recrutez beaucoup de jeunes, parfois sans diplôme, il faut le dire, des jeunes qui ont échoué. Souvent sans diplôme. Souvent sans diplôme, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, se passent le mot et se disent, tu peux aller chez Franprix, t'inquiète pas, t'auras pas un mec au téléphone qui va te hurler dessus, t'auras le jeu. Non mais ça joue beaucoup. Oui, ça joue beaucoup. Je pense que cet outil permet aussi de cibler un public, je pense. Alors... oui, non, mais ça ne cible pas que les jeunes. C'est-à-dire que vraiment, le fait d'ouvrir à tout, c'est vraiment pour ouvrir aux collaborateurs qui ne parlent pas forcément français, des choses comme ça aussi, quelque part. Le problème, la barrière de la langue. Aussi. Que vous allez accompagner peut-être, j'imagine. On déploie des formations, effectivement, par la suite. Vous qui vous occupez aussi des formations. Mathieu, avant de nous quitter, au-delà de la blague de vous faire vous rencontrer, parce que vous vous connaissez bien, le Covid, vous l'avez dit, il a à la fois augmenté le flux de CV qui sont tombés dans la corbeille. On en est où aujourd'hui après un an là? Votre activité, la façon dont les entreprises relancent ou pas leur recrutement, comment ça se passe? Parce que vous êtes aussi un opérateur du... Oui, on est juste derrière le recruteur, mais on se remet devant le recruteur pour l'alimenter avec des profils pertinents quand il ouvre. Ça tourne en fait. Exactement. Et en fait, on est repassé sur un cycle à peu près normal en termes de volume de postes. On réouvre des postes? Oui, mais il y a toujours... notamment quand on parle des profils jeunes, justement, stage, alternance, il y a toujours un coefficient 2,5 sur le nombre de candidatures reçues par les entreprises. C'était celui que vous aviez avant Covid ou il est plus important? Il est beaucoup plus important là. Il est plus important. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte pression aujourd'hui des demandeurs d'emploi, de ceux qui cherchent une alternance, une agitation et une angoisse, pour ne pas le dire... C'est ce qui a fait que, typiquement, IAGO, chez nous, 2019, on a répondu à 480 000 personnes, 480 000 candidatures. Et 2020, malgré le Covid et malgré ce pic que j'ai évoqué tout à l'heure, on est passé à 630 000 personnes auxquelles on a répondu. Donc il y a eu un écrémage encore plus fort sur les choix de postes. Parce que moins de postes. Moins de postes. Moins de postes, mais donc plus de candidatures. Mais plus de candidatures. Donc en fait, c'est ça qui a été... C'est angoissant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, la guerre est encore plus terrible. Ouais. C'est que... Voilà. Et ce qui a changé, notamment avec le Covid, c'est les attentes des candidats par rapport aux entreprises. Ouais. C'est là où, typiquement, l'exemple de Franprix est assez fort. Les candidats postulent dans les entreprises parce qu'ils ont mis les valeurs de l'entreprise un peu plus haut dans leur échelle de décision, parce qu'ils voulaient aller travailler dans une entreprise qui leur correspondait mieux, qui leur plaisait humainement et qui correspondait vraiment à leurs valeurs. Ça, c'est le cas de Franprix. Je pense qu'ils choisissent aussi parce qu'elle propose quelque chose comme ça. Et justement, le critère de choix premier, c'est est-ce que tu corresponds à mes valeurs, cher candidat. Et donc, le risque de déception chez les candidats, quand ils sont mal traités dans le process de candidature, il tombe encore plus haut de l'armoire, enfin, ils se font encore plus mal. En conclusion, parce que ça se termine, ce débat est passionnant parce qu'on rentre vraiment au cœur, je dirais, comme dans Matrix, on est au cœur de la machine. Vous avez des remontées où parfois vous intervenez en tant que responsable recrutement formation chez Franprix vous avez des remontées de candidats qui vous disent on m'a mal parlé, c'était pas bien. Vous rectifiez le tir? Parce que c'est très important ça. Oui, sans langue de bois, ça arrive bien évidemment que des candidats ne soient pas satisfaits de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut que l'expérience candidat soit fidèle avec l'expérience collaborateur. Et c'est pour ça qu'on accompagne l'ensemble des magasins à être formés. Et que c'est un travail de tous les instants. Mais bien évidemment, il peut y avoir des déçus. Et à ce moment-là, oui, on intervient. On essaye de rectifier le tir, on essaye de poser des questions. Et dans un souci d'amélioration continue. Quand on recrute effectivement autant de personnes... Alors ce que je disais tout à l'heure, c'était recrutement pour les magasins intégrés. Bien évidemment, il y a les magasins franchisés aussi qui recrutent, dont on ne s'occupe pas. Donc forcément, il y a un
volume qui est beaucoup plus grand. Et il y a un risque, si je peux me permettre, plus important, parce que c'est pas la même gestion managériale, c'est pas la même façon de gérer, on le sait. Oui, mais la devanture, c'est le même Franprix, donc c'est pour ça qu'il faut... J'entends, mais ça veut dire qu'il y a une association de marques et d'attitude qui n'est pas forcément la même entre ce que vous avez mis en place dans le groupe intégré et dans les franchisés. Voilà, on essaye de diffuser. C'est un vrai sujet, l'attitude, la façon d'être. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Jonathan Goldfarb, directeur de recrutement, formation Franprix, qui est le groupe Casino, faut-il le rappeler. Mathieu Penet, fondateur de Yago, je vais dire presque un habitué de notre émission. Vous revenez quand vous voulez, avec des flux de CV qui sont effectivement impressionnants, près de 500 000, parce qu'on n'est pas loin des 500 000. 630 000 630 000 plutôt, c'est colossal. Merci d'être venu sur notre plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. C'est une société, vous allez le voir, qui a inventé le Photoshop de la formation. Là aussi, c'est un concept intéressant. On parle beaucoup de e-learning, de formation à distance. Ça concerne évidemment Jonathan, ça va l'intéresser. Il est avec nous dans une poignée de secondes. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, moderniser la formation. On a parlé beaucoup de recrutement aujourd'hui et de techniques de recrutement grâce à la digitalisation. Et on parle de formation avec Nicolas Rivière, le directeur général de Business. Vous venez de Toulouse, Nicolas. Tout à fait. Et avec vous, Arnaud. Et voilà, et on le reconnaît très vite. On a beaucoup parlé de l'accent dans la chronique de Fanny Griesmer il y a quelques semaines. Vous modernisez la formation, vous faites... Alors, vous étiez déjà sur le e-learning, la formation à distance. Là, vous franchissez un cap. Avec une nouvelle proposition qui s'appelle Stories. Alors vous le vendez, alors je ne sais pas si vous allez réussir à nous convaincre, mais vous dites c'est le Photoshop de la formation. Ouais. Expliquez-nous, c'est quoi? C'est un outil à disposition des entreprises de formation, si j'ai bien compris. Ouais, alors peut-être... Revenir à la base. Voilà, revenir à la base. Quand on a créé Business, il y a un petit peu plus de 13 ans... On l'a fait en fait avec une ambition qui était de dépoussiérer ce monde de la formation. Voilà, on était convaincus qu'aujourd'hui on peut plus se former comme on se formait auparavant. Et aujourd'hui donc dans nos deux grandes activités qui sont de former et de transformer les entreprises, les individus et les organismes de formation. Les deux, entreprises, mais aussi organismes. Mais aussi organismes de formation, voilà. On a décidé de créer en fait la formation nouvelle génération. Donc la formation nouvelle génération, c'est quoi? C'est mettre en fait les utilisateurs et les apprenants au cœur vraiment des expériences de formation. On travaille chez Business vraiment sur la création d'expériences de formation qui soient ludiques, qui soient bien sûr dans lesquelles les apprenants, les utilisateurs vont prendre du plaisir. La notion de plaisir, elle revient beaucoup dans ce que vous dites. C'est évidemment très important et vous allez voir pourquoi je vous dis ça par rapport à Stories tout à l'heure. Mais aussi dans l'innovation, c'est vrai que on ne peut pas imaginer aujourd'hui en 2021 une formation qui n'embarquerait pas en tous les cas les sujets d'innovation. Donc c'est vrai qu'on la qualité d'image, l'environnement. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a déjà 7-8 ans qu'on a pris ce virage-là du digital dans la formation. On est convaincu évidemment qu'aujourd'hui les nouvelles technologies sont des usages qui doivent être très prégnants dans la formation, mais on est aussi convaincu que les nouvelles technologies ne font pas tout. Et on dit souvent chez nous que les nouvelles technologies sont au service de la pédagogie et non pas l'inverse. Oui. Parfois c'est un peu gadget, on se dit bon c'est un gadget. Alors que non. Alors c'est pas que gadget parce que les nouvelles technologies permettent aussi d'avoir par exemple de récupérer de la data par exemple sur des parcours de formation qui sont évidemment des éléments très importants aussi bien pour les entreprises que pour les organismes de formation. Et on va dire que c'est une promesse en tous les cas qu'on fait chez nous qui est de travailler sur le meilleur de l'humain et le meilleur du digital. Bon, et quand on a fait ça, donc ça fait 13 ans qu'on fait ça pour nous. Et puis un jour on s'est dit, tiens finalement, et la crise du Covid n'a finalement fait qu'accélérer un phénomène qu'on voyait déjà. C'est-à-dire en gros que les modes de consommation de la formation étaient en train d'évoluer. C'est quoi? C'est plus libre, on a envie de l'ouvrir quand on a envie. Exactement. On n'est pas contraint à 14h, on se dit ce sera 16h et j'y vais. C'est ça l'idée quand même. C'est exactement ça. C'est un peu le podcast de la formation aussi. Bon, d'ailleurs vous verrez que les podcasts sont aussi embarqués dans Stories. Mais globalement ce qu'on a voulu faire en fait c'est que ce qu'on a fait pour nous pendant 13 ans, on a voulu permettre en fait aux entreprises et aux organismes de formation c'est important de le dire, de pouvoir le faire effectivement de manière autonome. C'est vrai qu'on avait cette ambition en tous les cas de vouloir moderniser un peu l'appareil de formation. Mais c'est vrai que pour moderniser l'appareil de formation, Arnaud, il y a deux grandes dimensions qui sont très importantes. Il y a un premier volet qui touche à la digitalisation évidemment des contenus de formation et un deuxième volet qui touche à l'accompagnement
des entreprises et des organismes de formation, parce que le digital c'est bien, mais ça fait pas tout. Et Stories est une des solutions évidemment qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Nicolas Rivière, ça marche comment? Expliquez-nous très concrètement. C'est un logiciel packagé, c'est un outil qu'on installe. Comment ça marche, Stories? Donc Stories aujourd'hui, c'est un logiciel que nous avons créé. Donc il a été créé par un professionnel de la formation pour des professionnels de la formation, encore une fois, qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient dans des organismes de formation. Et l'objectif avec Stories, en fait, la promesse, elle est très importante pour nous. Elle est de démocratiser finalement la capacité pour chaque client, chacun de nos clients, de pouvoir construire, concevoir leurs propres expériences de formation. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on faisait nous avant, maintenant ils vont avoir la capacité de le faire eux-mêmes. Ils ont une boîte à outils. Ils ont une boîte à outils dans laquelle ils vont pouvoir, ils peuvent chercher. Ils peuvent aller piocher des vidéos interactives, ils peuvent aller piocher des podcasts, ils peuvent aller piocher des fiches pratiques, des mini-jeux. Et avec ça, ils refabriquent eux-mêmes sans Exactement. Quand c'est l'organisme, pour parler d'un organisme, il peut refabriquer lui-même son package. Voilà, que ce soit un organisme de formation pour évidemment les apprenants, que ce soit une entreprise, elle aussi, au travers de différents services, les services formation, les services marketing communication, les services d'animation commerciale. Ce sont des services aujourd'hui qui ont besoin d'avoir des alternatives, par exemple à PowerPoint. Quand on sait qu'aujourd'hui, vous avez des le fameux PowerPoint. Voilà, le fameux PowerPoint, nous, on a essayé effectivement, en tous les cas, de donner la possibilité à ces gens-là de pouvoir digitaliser leur contenu de formation et le faire de manière très accessible, très facile. Voilà, c'était vraiment une promesse aujourd'hui qu'on a fait donc à nos clients. En fait, parce que sur le marché aujourd'hui, si vous prenez un peu on a quelques challengers. Alors il y a quelques challengers d'ailleurs qui ne sont pas français, donc on est fiers aussi d'avoir une solution française. C'est la solution française. Hein, c'est la solution française évidemment. Voilà. Une équipe de Français. Exactement. Pour accompagner effectivement la digitalisation donc des contenus de formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette volonté en tous les cas de pouvoir le promouvoir et de pouvoir le mettre à disposition de l'ensemble de nos clients et pas que bien évidemment, et notamment pour répondre aujourd'hui aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, puisque vous le savez, avec la crise du Covid, il a fallu pour ces entreprises-là, il y a des chiffres qui sortent, il y a plus de 80% aujourd'hui des entreprises en France qui veulent digitaliser leur programme de formation, il y a plus de 90% des OF qui veulent aussi digitaliser, ou en tous les cas qui veulent apporter une réponse, pas uniquement présentielle à la formation. Parce les OF, c'est organismes de formation. Hein. Les OF, c'est les organismes vous êtes dans le métier. Ça veut dire qu'on digitalise, ça veut dire que l'outil, sous forme de logiciel, est une forme de boîte à outils très libre, où ils vont piocher. Parfois, on pourra accéder à un organisme sans savoir qu'on est avec Stories, ou la marque sera en avant, pour parler de marque. Non, l'organisme de formation l'utilise sans dire que c'est Stories. Il refabrique ensuite. L'organisme de formation va pouvoir refabriquer ses propres formations sans avoir évidemment à utiliser le mot Stories, évidemment, qui est juste la marque de l'outil. En fait, c'est un principe de modèle en SaaS, comme on peut en connaître dans tous les logiciels. Donc le client vient, il paye un abonnement. On a d'ailleurs eu une réflexion aussi très importante par rapport au prix, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on sait que les organismes de formation, pour certains d'entre eux, ont vécu des périodes assez difficiles, et on voulait avoir un prix très accessible aussi pour nos clients et pour les utilisateurs. C'est quoi? C'est combien pour accéder Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une fourchette aujourd'hui qui va entre 5 et 10 000 euros selon les différentes options. C'est vrai qu'avec 5 ou 10 000 euros aujourd'hui, vous pouvez digitaliser autant de contenu de formation que vous souhaitez sur une année, et avec évidemment après des engagements qui peuvent se faire dans la durée. Donc c'est très abordable aujourd'hui pour les clients, et c'est vrai qu'on vient de lancer juste ça il y a quelques semaines, et on voit qu'on a beaucoup d'afflux déjà de demandes parce que ça correspond véritablement à un besoin aujourd'hui des clients. Une demande et un tarif qui permet effectivement de ne pas trop dépenser, de pouvoir refabriquer, de pouvoir avancer sur cette digitalisation. Stories, c'est français, made in France. Made in Toulouse. Made in Toulouse, dites donc, c'est la France, Toulouse. Et ça a été évidemment développé par les équipes de business et son directeur général, Nicolas Rivière. C'était un plaisir de vous revoir. Vous étiez déjà venu sur notre plateau, ou un membre de vos équipes. Mon associé, Exactement, votre associé, je m'en souviens très bien. Merci d'être venu. Merci à vous, Arnaud. Nous parler de Stories. Et c'est concret, ça existe. Vous pouvez aller sur le site de business. Groupe-business.com. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci évidemment à Jérémy Gentil à la réalisation, Héloïse Merlin pour le son, merci à Margot, accueil invité, merci à Pauline Gratel évidemment, merci à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux, merci pour votre fidélité. On sera là demain pour le cercle des experts dans Bismart, dans Smart Job évidemment. Bye bye, à demain.